Bonjour à tous. Alors voilà, c'est l'histoire d'un monsieur qui rentre chez lui le soir et il met la clé dans la serrure. Et à ce moment-là, il y a deux questions essentielles, des questions existentielles, quasi métaphysiques qui montent. La première, on peut la formuler ainsi, qu'est-ce qu'on mange? Et la deuxième, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Alors, après avoir fait honneur au choix, au couscous poulet, à la pizza 4 saisons ou aux épinards en sac, et après avoir mâché une série télévisée où le héros est un policier alcoolique ou un médecin malade, très bon chewing-gum pour les yeux, il s'endort en se posant la troisième question qui est le sujet d'aujourd'hui, et maintenant où on va? Et il a du mal à trouver la réponse, mais l'intérêt de cette question, c'est de renvoyer à la question du sens. Et dans tous les sens du mot, c'est-à-dire le sens, la direction, la destination, le où, et le sens, la signification, la justification, le pourquoi. Sachant qu'il est difficile de dissocier le où du pourquoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette époque où on est dans le GPS triomphant, dans le Google Earth et dans les caméras de surveillance à tous les coins de rue, il n'a jamais été aussi facile de savoir où on se situe, mais il n'a jamais été aussi difficile de savoir où on va. Et donc quand sur votre appareil de navigation préféré, vous avez tapé la destination, on est bien embêté. Et ce qui est vrai, c'est que aussi cette interrogation, elle porte à la fois sur la vie professionnelle, sur la vie citoyenne, sur la vie privée et sur la vie de consommateur. Et on terminera évidemment par ce sujet. Alors, dans la vie professionnelle, on a un très beau mot en français qui s'appelle un dirigeant. Ce qui n'est pas le cas en anglais, puisqu'en anglais, ça s'appelle un manager, et on voit bien que les fonctions sont un peu différentes. En France, on a des dirigeants dont le rôle est de diriger, c'est-à-dire de donner effectivement le cap, et grâce à un travail stratégique, de porter un projet d'entreprise qui permette aux collaborateurs, justement, de rassembler leur énergie, de créer des solidarités au sein de l'entreprise. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, ces visions stratégiques à long terme sont quelquefois remplacées par des visions à court terme sur les résultats financiers du trimestre à venir, et qu'il n'y a plus beaucoup de solidarité, de construction comme ça, de travail et d'enthousiasme commun, et que c'est plutôt le règne des ambitions carriéristes, des parcours personnels, ce qu'on appelle évidemment une saine émulation. Dans la vie politique, alors on attend de nos dirigeants politiques exactement la même chose. Il y a eu beaucoup de métaphores très récemment empruntées au domaine de la marine, donc le cap, les capitaines de pédalo sensibles au moindre aquilon, les capitaines courageux qui étaient capables de ramener le bateau à bon port malgré la tempête. Enfin, on attend toujours la vigie qui nous dira terre. Mais probablement le mot qui convient le plus, c'est le mot girouette. C'est-à-dire qu'on a reproché au président précédent l'absence justement de cap, puis il semblerait que dans les derniers mois de son quinquennat, il se soit un peu trouvé une direction. Bon, ce n'est pas l'acception que donnait Edgar Faure du mot girouette, mais je dirais que c'est plutôt l'acception qu'en donnait Voltaire quand il parlait des femmes. Il a eu quelques échappées un peu machos quand qui disait que les femmes sont comme les girouettes, elles se fixent quand elles se rouillent. Mais c'était pas du tout... C'est Voltaire. Si. Alors maintenant, on va passer à la vie privée. Et dans la vie privée, il est vrai que les directeurs de conscience, les maîtres à penser, les leaders d'opinion ne font plus autant recette, et que toutes les valeurs et tous les principes qui structuraient un peu notre foi dans l'avenir, le paradis et le progrès, sont un peu en panne, ce qui laisse effectivement libre cours à beaucoup d'individualisme, d'égoïsme, et puis à des dérives qu'on appelle sectaires ou communautaires.
Alors on peut se dire, ben, heureusement, il y a la quatrième vie, la vie du consommateur. Et il est vrai que depuis l'avènement de la société de consommation, on a l'impression que c'est un peu le rôle des marques, de leurs produits, de leur communication, que de donner aux hommes et aux femmes des raisons de croire, de vivre, une espèce de viatique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, depuis l'avènement de la société de consommation, qu'on a vécu, et on va regarder ça au filtre de l'opposition égoïsme et solidarité, 4 temps différents dans la relation à la consommation et à l'achat. Alors au départ, on était dans l'achat de nécessité, puisqu'il fallait que les Français, comme dans d'autres pays, s'équipent en biens d'équipement de première nécessité. Donc c'était l'époque où on achetait les premiers réfrigérateurs, les premières télévisions, machines à laver. C'était l'époque, comme disait quelqu'un, où la moitié de la France attendait le téléphone, et l'autre la tonalité. C'était l'époque où des campagnes de promotion pour la viande bovine nous enjoignaient de suivre le bœuf, donc où on va en suivant le bœuf à l'abattoir sans doute, mais bon. Dire ça dans le Limousin, c'est voilà. Mais bon, il y a eu cette période qui a correspondu à un premier équipement, puis on est arrivé au début des années 70 à l'achat plaisir. Alors là, c'était le culte du bonheur, le culte du corps, le culte du moi, l'égoïsme forcené. On a inventé de très jolis mots pour décrire ça. C'était le polysensualisme. Il ne s'agissait pas de trouver du sens, mais de réjouir tous les sens. Et puis, dans les années 80, cette ambition de l'achat plaisir s'est un peu dénaturée, s'est un peu fourvoyée. L'achat est devenu un symbole de statut social. On est arrivé à l'achat un peu superficiel, l'achat bling-bling. Il y a une marque qui s'est lancée à ce moment-là, c'était la marque égoïste, Chanel, avec un très joli film de Jean-Paul Goutte qui racontait bien l'époque, mais probablement moins bien que cette très belle chanson de Souchon, qui s'appelait Foule sentimentale, qui, d'ailleurs, le mot foule sentimentale est très joli pour regarder égoïsme et solidarité. Je trouve que c'est une façon de dire égoïsme et solidarité de manière très poétique. Et dans cette chanson, il disait on nous fait croire que le bonheur, c'est de l'avoir dans nos tiroirs. On nous inflige des désirs qui nous affligent. Foule sentimentale. On rêve d'idéal. Bon. Donc, cette époque-là a duré très peu parce que la crise et la mondialisation sont arrivées et qu'aujourd'hui, on est dans cette quatrième phase de la consommation qui est la consommation de sens. Et toutes les marques qui aujourd'hui réussissent, toutes les marques qui fonctionnent, sont des marques qui entretiennent avec leurs différentes cibles une relation émotionnelle, une relation affective, sont devenues des marques relationnelles. Elles ont, comme dans tous les marchés, à conquérir de nouveaux consommateurs, à les fidéliser. La fidélité n'est plus une idée religieuse, c'est un concept commercial. Les icônes ne trônent plus dans les églises, elles passent à la télé. Et le culte, le mot culte est associé souvent au film, beaucoup plus qu'au denier. Maintenant, l'enjeu pour ces marques, c'est comment j'arrive sur le long terme à nouer cette relation qui va permettre la fidélité. Et là, c'est très simple, les marques qui fonctionnent aujourd'hui, on peut faire l'examen exhaustif de toutes ces marques mondiales qui ont pris des parts de marché, c'est qu'elles ne considèrent pas qu'elles ont des millions de consommateurs, elles considèrent qu'elles ont des millions de fois un consommateur. Et donc elles ne leur parlent plus de manière générale et massive, mais de manière personnalisée. Donc on n'est plus dans l'égoïsme, on est dans la personnalisation, dans ce qu'on appelle en anglais la customisation. Mais ça ne suffit pas, parce qu'une marque qui aujourd'hui se prétend une marque icône, justement, a la capacité aussi à fédérer ses consommateurs autour de communautés, qu'elles soient virtuelles, sur Internet, avec les communautés de fans, ou peut-être de manière plus intéressante dans des lieux, puisque vous avez sans doute vu l'éclosion des concept stores, des flagships, tous ces mots qui nous viennent des États-Unis, où on ne consomme plus, mais où on fait l'expérience de la consommation d'un produit avec ses pairs, donc qui communient dans la même ferveur de la marque, dans des lieux où on leur permet de laisser libre cours à leur personnalisation, mais où ils se sentent entre eux. Mais revenons à la question de départ. Où allons-nous et maintenant où on va? Et je voudrais, si vous me le permettez, vous apporter la réponse de quelqu'un qui s'était déjà posé la question, comme quoi la question n'est pas neuve, il y a 50 ou 60 ans, et qui me paraît particulièrement pertinent de citer aujourd'hui.
où nous sommes et avec l'auditoire qui est présent, puisqu'il s'agit d'Alexandre Vialat, un des plus grands chroniqueurs de la montagne, et qui, dans une de ses chroniques, qui s'appelait « Où allons-nous ?», dit la chose suivante. « Où allons-nous ? Si j'en crois les affiches, nous allons aux Galeries du Progrès réunies, parce qu'on en revient comblé d'acquisitions qui sont autant de cadeaux d'un marchand philanthrope. Ou chez Dupont, parce qu'il habille mieux. Mais enfin, les affiches ne se proposent pas de répondre à l'angoisse humaine, cherchons ailleurs. » Et un peu plus loin, il dit « Où allons-nous ? Les clients du Café du Commerce se le demandaient comme ma grand-mère dans ma jeunesse, avec une éloquence aidée par les alcools. Les humoristes en riaient bien, et pourtant, nous y sommes allés, et même plus loin qu'ils ne le disaient, sans le croire eux-mêmes. Nous n'y allons plus, nous en venons. » Merci.